Bien. Chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, il me revient donc traditionnellement la tâche de conclure cet après-midi de débat. C'est un exercice particulièrement périlleux, il faut savoir garder son public, et après des interventions successives extrêmement riches, je vais quand même relever le défi, en tout cas je vais essayer, en ne paraphrasant pas ce qui a déjà été très brillamment évoqué, et en essayant d'être bref, car nous avons ensuite un cocktail pour terminer, pour poursuivre et terminer nos échanges sur un mode plus convivial. Donc vous l'avez compris lors de la première table ronde, nous sommes à un moment clé où d'importantes réflexions s'engagent sur notre système de répression des infractions boursières, que suivant un anglicisme que nous avons tous adopté, nous appelons maintenant abus de marché. Pour moi, nos travaux doivent être guidés par une seule préoccupation, l'efficacité. C'est ce qu'a dit d'ailleurs également Michel Pineau, le président de la commission des sanctions, et sa valeur dissuasive. Pourquoi est-ce si important ? Parce que ce type de délinquance, qu'on appelait délinquance en code blanc, sape vraiment la confiance des investisseurs et des épargnants dans les marchés financiers à un moment où elle a déjà été très sérieusement ébranlée. Donc sans faire un cours de théorie économique, il faut rappeler les fondamentaux du bon fonctionnement d'un marché. Il repose sur un prix transparent qui reflète la valeur réelle des actifs, une égalité d'accès à l'information permettant la fixation du prix avec une information exacte, précise et sincère et une égalité de traitement entre les acteurs. Tous ces éléments sont évidemment primordiaux pour le maintien de la confiance des investisseurs, mais aussi, parce que cela en dépend, pour le bon fonctionnement des entreprises. Donc, au moment où nous avons, heureusement, un certain regain d'activité, sur un dynamisme nouveau sur nos marchés, avec, évidemment, comme toujours, des risques accrus d'infraction, il est absolument crucial que le régulateur, l'AMF, ici, et nos collègues en Europe, soient présents et capables de sanctionner si nécessaire, et apparaissent comme tels. Il y a d'ailleurs une demande politique de répression qui ne touche pas seulement notre pays, et que les parlementaires, quand je réponds à leur invitation, me transmettent, et qu'on voit également dans la presse, il y a un sentiment public que pour que la finance retrouve son sens, soit respectée, il faut que les règles soient rappelées, et parfois sévèrement. Alors bien sûr, on doit le faire dans le respect du droit, mais on doit le faire de façon nette. Donc en France, nous avons, ça a été longuement expliqué, une procédure de sanction qu'on appelle administrative, qui a été mise en place à la création de l'AMF en 2003, et qui me semble bien répondre à cet impératif. Elle est le fruit d'une évolution jurisprudentielle majeure qui a permis aux plus hautes juridictions de notre pays de préciser comment il convenait de concilier le fameux article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme avec la volonté du législateur, exprimée en France à la fin des années 80, de confier un pouvoir de sanction aux régulateurs de marché. Le collège est donc en charge des poursuites. La commission des sanctions, qui est chargée de juger de leur bien-fondé, ont donc développé des procédures solides et, je crois, respectueuses des droits de la défense. Elles nous permettent, on l'a vu, de juger des affaires dans des délais qui restent compatibles avec le rythme de la vie économique. Et je tiens évidemment, à ce titre, dans le parfait respect de l'indépendance de la commission, de féliciter quand même la commission et ses présidents successifs pour le remarquable travail qui a été effectué et qui, je crois, est salué par tous. Même si, bien entendu, tout le monde n'est pas d'accord avec chaque décision, en particulier quand elle est sévère. J'en profite pour rappeler combien, à l'AMF, que ce soit pour le collège ou la commission des sanctions, nous sommes attachés à la pluridisciplinarité, au fait qu'il y ait une diversité d'expériences dans l'un et l'autre des collèges et commissions, et un mélange de compétences, de culture juridique, de professionnels du droit et aussi de professionnels qui permet d'avoir une qualité de décision qui soit au niveau de la technicité, de la particularité de la matière. Et je vous rappelle que ces décisions s'exercent sous le contrôle, ça a été rappelé nettement, des juridictions judiciaires ou administratives selon les cas. Et Michel Pineau a été trop modeste pour le rappeler. Elles sont, mais je crois que ça a été dit dans l'une des tables rondes, ce contrôle juridictionnel, quoique très attentif,
mène à réformer extrêmement peu de décisions. Donc on a des procédures qui sont de ce point de vue assez satisfaisantes, même si, bien sûr, on voit qu'il y a des défis à la répression, et il y en a dans tous les pays. Parallèlement, et c'est maintenant d'ailleurs une exigence du droit européen, c'est très important, les infractions les plus graves constituent des délits. Ce sont les 3 délits boursiers bien connus, qui ont été rappelés tout à l'heure, l'utilisation d'informations privilégiées, la manipulation de cours et la diffusion de fausses informations. Je vous dirai mon sentiment clairement. Aujourd'hui, l'articulation entre ces 2 voies de sanction, sans être parfaite, me paraît fonctionner sans difficulté majeure, à vrai dire. Le nombre de cas dans les 10 ou 15 dernières années où 2 décisions ont été rendues sur les mêmes faits se compte à peu près sur les doigts d'une main. Donc ça permet de relativiser un petit peu certaines inquiétudes, même si, là aussi, il faut être complètement lucide. Ces quelques cas sont importants. Ce sont généralement des cas emblématiques qui ont retenu l'attention, qui sont très importants par leur gravité, par leur médiatisation. Et ils peuvent bien sûr poser difficulté. Et ce sont ces quelques cas majeurs qui sont en fait derrière le fameux débat issu de la jurisprudence de la CEDH. Et donc, je ne sais pas ce que dira naturellement le Conseil constitutionnel, je ne sais pas ce que seront la décision des pouvoirs publics au niveau européen ou au niveau français, mais ce que je sais, c'est que c'est notre devoir de réfléchir au cas où nous aurions à gérer cette dualité dans le respect de la règle très stricte du non bis in idem. La voie d'une meilleure articulation entre les procédures pénales et administratives doit, à mon sens, être recherchée. Des progrès ont déjà été faits et sont possibles. Je pense que cette meilleure articulation peut être facilitée par la qualité de la coopération que les équipes de l'AMF entretiennent avec le parquet. Plusieurs réformes récentes ont amélioré encore cette coopération. La plus importante est la création d'un procureur financier spécialisé, avec lequel nous avons commencé à travailler de façon très positive. Et je tiens à cet égard à remercier tout particulièrement Mme Houlette et son équipe de magistrats, dont je crois une partie nous a fait le plaisir et l'honneur d'assister à nos débats. D'autres améliorations ont été apportées. Le fait de pouvoir échanger des pièces dans les 2 sens en cours d'investigation, c'est-à-dire que dans certaines enquêtes, l'AMF, si elle sait que des équipes sous le contrôle du parquet ou d'un juge d'instruction travaillent sur une affaire, peuvent échanger des documents, à la fois en transmettre, ça c'était déjà possible, et maintenant en recevoir sur la base d'un texte récent, ça c'est très important. Le fait qu'en matière civile, on puisse maintenant transmettre des éléments, même si la question est un peu différente de celle du non bis in idem, on peut maintenant transmettre des éléments recueillis dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle de l'AMF, les mettre à la disposition du juge civil qui est chargé donc de la réparation du préjudice. Le fait que sur une large partie aussi, puisque comme Dominique Schmitt l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que la réparation du préjudice, c'est un peu le maillon faible de notre action en matière financière, parce qu'elle est difficile. Il y a quand même cette action de groupe qui couvre non pas tout le champ de la régulation financière, mais le large champ quand même de la commercialisation de produits complexes. Notre collègue hollandais parlait tout à l'heure de produits complexes basés sur des dérivés vendus à des institutions qui ne connaissent pas forcément les subtilités de ce marché. Tout ça est susceptible normalement d'entrer dans l'action de groupe, et cette action de groupe pouvant éventuellement se nourrir de pièces que le régulateur transmettrait. Donc sur tous ces sujets, on a quand même, je ne dis pas qu'ils sont faciles, et je ne vais surtout pas vous donner la solution maintenant, d'abord parce que je ne la connais pas, ensuite parce que ce sujet, comme ça a été dit, c'est-à-dire l'articulation entre une répression pénale et d'autres types de répression est un sujet qui est beaucoup plus large que celui de la matière financière seule. Ça va se poser dans d'autres types de situations, et donc il faudra, si véritablement on est confronté à l'application stricte de la jurisprudence récente, il faudra un effort des pouvoirs publics eux-mêmes, probablement une réforme législative, pour caler exactement les conditions dans lesquelles les choses peuvent se passer.
Donc nous sommes assez mobilisés, vous l'avez compris, pour essayer de préparer des éléments pour un utile débat. Il serait absolument catastrophique que, pour une raison juridique, d'ailleurs parfaitement respectable, on détériore un système qui, sans être parfait, marche, de mon point de vue, assez bien. On a abordé un deuxième sujet, la finance mondialisée, la finance utilisant des techniques complexes, des techniques très rapides. Je voudrais réinsister sur le fait, ça a été dit très nettement, notamment par mon homologue belge, Jean-Paul Servet, la coopération internationale est importante dans ce domaine, elle est assez efficace, elle est l'objet d'un effort de longue haleine de l'AMF. En fait, le fameux MMOU, c'est-à-dire le Multilateral Memorandum of Understanding qui lie les régulateurs, a été en fait créé il y a un peu plus de 10 ans par un groupe de travail présidé par mon prédécesseur Michel Prada. Et il y a maintenant une centaine de signataires, donc 100 régulateurs qui ont signé à l'échelle mondiale en promettant de répondre et de travailler pour leurs collègues lors d'une enquête. Donc c'est quelque chose d'important. Je préside maintenant moi-même ce MMOU Monitoring Group, c'est-à-dire le groupe de travail qui à l'UOSCO est chargé de vérifier le bon fonctionnement, voire de travailler sur l'amélioration de ce MOU. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est important et qui est une réponse certes partielle, mais aux problèmes posés par la complexification, l'éclatement et l'internationalisation des marchés. Pour le reste, il est évident que les enjeux liés aux outils de surveillance deviennent absolument cruciaux. J'ai posé tout à l'heure une question sur les dérivés, puisque nous vivons, nous régulateurs européens, une mutation très importante, puisque nous allons recevoir des masses de données, nous commençons à les recevoir. On a des enjeux en termes de qualité de données, ensuite en termes de traitement de ces données, de repérage d'anomalies qui sont absolument considérables, pour aller jusqu'au moment où on sera capable de faire... je me souviens que c'est un sujet qui était cher à Jean-François Lepetit quand nous travaillions ensemble, le contrôle croisé des mouvements sur une action et d'un produit dérivé sur cette même action. On n'en est pas encore tout à fait là, mais je pense qu'un jour on devrait y arriver. Nous avons des débats à l'ESMA en ce moment pour savoir comment nous mettrons en œuvre les échanges d'informations qui ont été décidés principalement dans le cadre de MIF 2. Est-ce que nous allons avoir un système très intégré en essayant d'harmoniser la collecte des données et de confier davantage de compétences à l'ESMA sur une base un peu contractuelle, ou est-ce qu'au contraire, chaque régulateur traitera avec ces sources de données et qu'ensuite nous multiplierons les échanges pour reconstituer les échanges sur une action ou un produit dérivé. Personnellement, je pense que la piste d'intégration européenne doit être travaillée très très sérieusement parce que c'est certainement une voie d'avenir si on veut vraiment être au niveau des défis techniques qui vont nous être proposés. Donc je suis très heureux de ces deux tables rondes. Je pense que ça a reflété à la fois la richesse juridique et technique des problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que les réflexions portaient bien, même si nous n'avons pas apporté toutes les réponses, bien sûr, elles portaient bien sur les sujets qui vont être cruciaux dans les mois à venir. Et avant de nous retrouver autour d'un verre, je souhaiterais vraiment remercier à la fois les intervenants, en particulier ceux qui venaient d'outre-Atlantique ou qui venaient de Belgique ou de Hollande et qui nous ont fait l'amitié de participer avec nous, et puis vous tous qui avez été extrêmement attentifs à ces travaux et qui suivez notre activité avec intérêt. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.